Então, para anunciar esse momento tão aguardado, tão esperado, eu chamo de volta ao palco o idealizador e gerente executivo do LIVE, Caio Lobianco. Bom, acho que eu estou tão nervoso quanto todo mundo aqui, mais nervoso que qualquer outro momento desse congresso. Quando a gente teve a ousadia de chamar o Edgar Morin para vir ao congresso, a gente jamais achava que ia ter dado certo. A gente pediu, a Lourdes ajudou a gente com um e-mail, e eu acho que o mais bonito de tudo isso foi que a gente falou diretamente com o Morin. Então eu mandei um e-mail para ele, falei do LIVE, falei da minha idade, que sempre impressiona, e aí eu recebi um e-mail em francês de 3 linhas, que eu fiquei traduzindo no Google Tradutor 3 vezes para ver se estava certa a resposta, era isso mesmo que eu estava entendendo. E a resposta dizia que sim, ele estaria presente no congresso. E eu acho que é incrível, porque a gente falou de 2 coisas nesse congresso. A primeira é de momentos que marcam, e eu acho que definitivamente esse é um momento que vai marcar na vida de todos nós, e de ética. E eu fico muito impressionado como que uma pessoa com 98 anos se compromete a continuar trabalhando e a continuar impactando a vida de tantas pessoas em educação. Então, eu queria agradecer a presença de todo mundo e, em nome do LIVE, da Eleva Educação, chamar ao palco Edgar Morin. Mesdames, Messieurs, chers amis, tout d'abord, je veux remercier mes inviteurs, l'association Eleva, Caio et l'organisation de ce magnifique congrès. Je veux remercier mon épouse Saba, qui est nécessaire à mon cœur et à mon esprit, c'est-à-dire à mon émotion et à ma raison. Je voudrais dire aussi mon émotion de me retrouver après quelques années d'absence dans ce Brésil que j'aime tant, dont j'ai connu des épisodes magnifiques et terribles de son histoire depuis que je le connais, depuis 1960, et ce Brésil qui a pu descendre et remonter, ce Brésil des initiatives, de la créativité, de la démocratie participative commencée à Porto Alegre, des tentatives de rédemption des jeunes des favelas, ici même à Rio, à la favela Cantagalo, Pavoncino, de tant d'efforts créateurs pour créer une vie meilleure, et avec toutes les difficultés, toutes les tragédies, tous les pouvoirs néfastes qui ne cherchent que le profit et la domination. Bref, ce Brésil qui, comme tous les pays, est le siège d'une lutte permanente entre les forces du meilleur et les forces du pire. Ce Brésil que j'aime, je veux le saluer avant toute chose. Alors, ce que je dois traiter, c'est effectivement la relation entre la raison et l'émotion dans la pensée complexe, c'est-à-dire le type de pensée que je pratique et que je m'aime élaborer. Alors, pour commencer,
je voudrais quand même situer et cadrer mon propos dans cette dualité anthropologique. Vous savez qu'on a l'habitude de définir l'humain, l'homme, comme homo sapiens, c'est-à-dire doté de raison. Mais dans cette définition classique, il n'y a pas l'émotion. Mais non seulement il n'y a pas l'émotion, mais il manque l'autre polarité. Parce que vous avez la raison, et vous avez la folie, le délire. Bon. Et ce sont les deux pôles opposés, et on peut dire que l'émotion est déjà présente dans la raison, j'y viendrai, que là-dessus, il y a la passion et le délire. Alors, je m'explique un peu mieux. Je veux dire que, comme l'a bien montré Antonio Damasio dans ses travaux, on a remarqué que quand un centre rationnel du cerveau est activé, il active immédiatement un centre émotionnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison sans une participation déjà un peu subjective de la personne. Et cela se comprend très bien, puisque, par exemple, le mathématicien qui a une activité uniquement rationnelle ressent en même temps la passion des mathématiques. On peut dire que tout ça, ce qui a été occulté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison froide, sinon peut-être aujourd'hui, chez un certain nombre d'économistes et de technocrates qui considèrent les êtres humains comme des objets que l'on calcule et dont on peut chiffrer les vérités. Alors que, comme vous le savez, le calcul ignore les sentiments, l'amour, la peur, le chagrin, la haine, etc. Mais sinon, il y a ce problème permanent de la présence de l'émotion. Mais ce qui est très intéressant, c'est que l'émotion elle-même n'est qu'un élément et, dans le fond, l'être humain est un être de passion, c'est-à-dire qui peut ressentir des sentiments très forts et très puissants et même qui, à la limite, conduisent au délire. Et quand je dis qu'il y a homo demens, de l'homme du délire, je ne parle pas des quelques rares cas de ces malheureux que l'on enferme dans des asiles. Je parle aussi du fait que chacun d'entre nous est capable de moments de délire quand il est en colère, de penser qu'il peut y avoir des phénomènes d'hystérie collective, de foule, où l'on arrive à lyncher quelqu'un dans une crise de folie que l'on regrette après. Bref, on peut dire que ce pôle de délire, il est présent, et on peut même dire que peut-être l'histoire de la civilisation occidentale qui aujourd'hui mène le monde, et elle-même, elle est animée parce que les anciens Grecs appelaient l'hubris, c'est-à-dire la démesure, une démesure qui disait on va conquérir la nature, on va maîtriser la nature, on va dominer le monde, et on se rend compte que cette conquête par la technique, par la science, par l'économie, aujourd'hui se traduit par des dégradations peut-être irréversibles dans notre milieu naturel, dans notre biosphère, mais aussi qui vont toucher nous-mêmes, parce que ça va dégrader la qualité de nos vies dans les pollutions, dans les nourritures industrielles elles-mêmes soumises à des pesticides chimiques. Bref, nous nous rendons compte que là aussi, peut-être que la démesure, la folie, n'est pas seulement chez les individus, mais aussi dans un processus historique. Donc, voilà les deux pôles. Alors, quelle est la première remarque que l'on peut faire? La première remarque qu'on peut faire, c'est que la passion doit être toujours contrôlée
par la raison, par une veilleuse, parce que si la passion est livrée à elle-même, elle conduit au délire. Remarquez, on arrive à un problème assez complexe parce que l'amour peut être extra-lucide, découvrir des choses chez l'être aimé que seul lui peut découvrir, mais l'amour aussi peut être aveugle et être complètement aveugle. L'amour pour un chef comme Hitler ou comme Staline, l'amour pour quelqu'un qui finalement se joue de vous, c'est un amour aveugle. Donc, si vous voulez, la première chose à laquelle, disons, on peut arriver, c'est de dire que nous devons nous efforcer sans arrêt de réguler, de contrôler notre passion par la raison, mais en même temps de pouvoir nous livrer à des passions qui sont l'exaltation de nous-mêmes. Et bien entendu, toutes les passions comportent des émotions. Donc, première leçon, moi ce que j'appelle dialogique, qu'on peut appeler une dialectique permanente, une navigation très difficile, parce qu'il faut à la fois être guidé par la raison et par la passion, c'est ça, la navigation de la vie. Sans arrêt, on risque de sombrer dans la raison froide et glacée, ou sans cesse on risque de tomber dans la passion aveugle. Ceci est un élément absolument capital. Et avant d'arriver à examiner plus avant le problème complexe de la raison et de celui de l'émotion, je voudrais dire aussi qu'il y a une chose qui est importante dans l'être humain, c'est que l'être humain n'est pas seulement un fabricant, un producteur, un utilisateur d'outils, d'instruments, homo faber, mais c'est aussi quelqu'un qui vit de mythes. Dès la préhistoire, il y a des croyances où le mort est enterré avec sa nourriture, avec ses armes. Dès la préhistoire, il y a croyance en une vie après la mort. Il n'existe aucune société qui ne soit religieuse, et même on peut dire que les États-Unis, la société la plus matérialiste qui soit, est une des plus religieuses, et que l'Union soviétique, qui a voulu éradiquer, éliminer toute religion pendant 70 ans, l'a rendue encore plus forte. Alors le problème pour nous, c'est un problème important parce que dans la pensée mythologique, qui est symbolique, qui est analogique, dans cette sorte de pensée dont nous nous nourrissons, là aussi le risque est de sombrer dans le délire, mais en même temps, nous ne pouvons pas nous passer de mythe. Nous avons besoin, personnellement, moi, je nourris le mythe de la fraternité humaine. Je ne suis pas sûr que la fraternité va réussir sur Terre à régner, mais c'est moi, c'est ma lutte, c'est mon combat, c'est mon mythe. Et donc, nous devons être capables de dialoguer avec nos mythes. Et encore un point pour parler de cette bipolarité humaine, puisque vous avez d'un côté l'homme technicien, homo faber, vous avez la technique et vous avez le mythe, eh bien on peut dire aussi d'un autre côté, vous avez du point de vue de la vie, vous avez la prose et la poésie. Alors, qu'est-ce que c'est que la prose de la vie? La prose de la vie, ce sont les choses que nous sommes obligés de faire sans aucun plaisir, sans aucune jouissance, par obligation, pour gagner notre vie, et souvent perdant notre vie pour gagner notre pain. Ça, c'est la prose de la vie. Mais qu'est-ce que c'est que la poésie de la vie? C'est ce qui nous donne la ferveur, c'est ce qui nous donne l'émotion, c'est ce qui nous donne l'exaltation, c'est ce qui nous donne l'amour, le jeu, le plaisir, l'émerveillement, la beauté de contempler l'océan, ou de contempler les mouettes, de contempler les beaux visages, la poésie de la vie. Or, malheureusement, dans nos sociétés, elles sont envahies par la prose et nous essayons de résister par la poésie, de résister dans nos amitiés, dans nos amours, qu'ils soient licites ou illicites, dans nos relations humaines,
nous résistons contre cette prose qui nous envahit, mais il est certain qu'il est très important de considérer que la poésie et la vie est quelque chose de capital. Et là, nous retrouvons la question de l'émotion, parce que la poésie, j'y reviendrai tout à l'heure, est une forme d'émotion heureuse, bienheureuse, d'une émotion qui nous met dans un état second, dans un état qui peut arriver à l'émerveillement, qui peut arriver presque à l'extase. Donc, voici le cadre général dans lequel je vais développer mon propos. Alors, je veux venir maintenant à cette notion de raison qui semble tellement évidente. Qu'est-ce que c'est que la raison? Alors, il y a une définition tout à fait classique, disons, de ce qu'on appelle la raison classique, la raison qui, dans nos calculs, dans nos recherches, dans notre science et domaine, c'est que la raison, et c'est un mode de connaissance qui est fondé sur l'obéissance à la logique et spécifiquement au principe des non-contradictions ou d'identité, c'est-à-dire que moi, je suis moi et je ne suis pas toi, c'est-à-dire qu'un chien est un chien et n'est pas un chat, c'est-à-dire obéir à sa logique, et qui est fondé sur la déduction, c'est-à-dire ce procédé de rationnel qui semble quasi infaillible, qui illustre par exemple le syllogisme « Tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc il est mortel », donc la déduction, et l'induction qui consiste à généraliser à partir d'une multitude de cas observés, à généraliser une conclusion. Par exemple, on a vu que des signes blancs, mais tous les signes sont blancs, alors que peut-être il y a des signes noirs dans certaines régions qu'on n'a pas vues. Donc, voilà comment fonctionne cette raison. Or, il faut savoir que cette raison comporte des limites. D'abord, l'induction, comme Popper l'a bien dit, elle ne vaut pas pour ce qui est non dénombrable. C'est-à-dire ça marche très bien quand on a un certain nombre de cas que l'on a peu examinés, mais quand le nombre de cas dépasse notre connaissance, on ne sait pas. Il y a une incertitude. Et quant à la déduction, depuis les Grecs anciens, il y avait ce fameux paradoxe d'Épiménide le Crétois. Épiménide le Crétois disait que tous les Crétois sont menteurs. Alors cette phrase, qui semble une phrase d'une logique absolue, est complètement absurde, parce que s'il dit la vérité, il ment, et s'il ment, il dit la vérité. C'est une sorte de piège logique auquel on s'est intéressé à nouveau à partir de Russell, le grand mathématicien, et même le théorème de Gödel. Je ne veux pas développer ces questions-là, mais je veux vous dire que comme résultat, il y a le fait que cette logique déductive, elle a ses limites et, disons, pour généraliser ce que disaient Tarski et Gödel, un système logique, un système rationnel ne peut pas trouver en lui-même la preuve de sa vérité. Il doit chercher un métasystème plus ample d'où il peut se contempler lui-même, mais ce métasystème lui-même aura sa branche. Autrement dit, il y a une brèche irréformable au sein de la raison. Mais il y a une chose aussi qui est très intéressante du point de vue de la déduction, c'est ce qu'on peut appeler le principe d'émergence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, prenez un exemple très simple, l'eau. L'eau, c'est l'association de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Or, l'eau a des qualités propres que n'ont ni l'atome d'hydrogène, ni celui d'oxygène. L'eau produit des qualités nouvelles. Mais je vais vous donner un autre exemple, la vie. Qu'est-ce que c'est qu'être vivant? Être vivant, c'est disposer d'une organisation autonome, mais
qui est fondée sur des molécules. Nous sommes entièrement constitués de molécules physico-chimiques. Or, l'être vivant a des qualités que les molécules prises isolément n'ont pas. Il a la possibilité de se reproduire, il a la possibilité de se réparer, il a la possibilité cognitive, il a la possibilité de se nourrir, ce qui lui est indispensable, puisqu'il gaspille son énergie dans son activité, il a besoin de prendre de l'énergie. Donc, vous avez le fait, c'est que les qualités d'un tout sont indéductibles des qualités des parties. On ne peut pas le déduire. Vous pouvez simplement l'induire, de dire, si tous les êtres vivants que nous connaissons sont faits de molécules et ont ces mêmes qualités, ben, on conclut qu'effectivement, c'est l'organisation vivante qui crée ces qualités. Donc, voici une première brèche. Mais il y a une deuxième brèche qu'a très montré en microphysique Niels Bohr. Niels Bohr a montré que la particule microphysique, selon les conditions expérimentales, se comportait tantôt comme une onde, tantôt comme un corpuscule, c'est-à-dire deux notions absolument contradictoires. Et il a dit, ben, il faut accepter cette contradiction. L'onde, elle est continue et le corpuscule est discontinu. Et Niels Bohr avait très intelligemment compris que ce phénomène microphysique pouvait être aussi vu dans notre univers. Il avait dit quand même, nous sommes des individus séparés les uns des autres, mais en même temps nous sommes inséparables d'un processus de reproduction qui est l'espèce à laquelle nous appartenons. Donc nous sommes à la fois séparés et inséparables. Et nous sommes aussi des individus séparés dans la société. Mais nous sommes devenus des individus avec un langage, avec une culture, avec une intelligence développée, que parce que nous avons reçu de la société les éléments de la culture et de l'éducation. Donc nous sommes séparés et en même temps inséparables. Donc nous arrivons à penser des choses que la logique normale ne peut pas admettre, qu'une contradiction, que ce qui soit séparé soit en même temps inséparable. De même, un être vivant, il doit être autonome parce qu'il s'organise de façon à être autonome. Mais comme il a besoin d'énergie, il dépend de son environnement. Donc, s'il dépend de son environnement, son autonomie est elle-même dépendante. Nous devons unir deux notions contradictoires. Donc, si vous voulez, je vous donne ces exemples pour vous dire que la logique sur laquelle se fonde la raison classique, elle-même peut avoir des défaillances et donc ces limites de la raison classique, de la raison ordinaire, puisque moi je vais vous parler après d'une raison complexe, peut-être ces limites-là, montrent aussi qu'il y a une perversion propre que l'on appelle le rationalisme. Le rationalisme consiste à croire que tout l'univers peut être connu et compris par la méthode rationnelle, que tout l'univers obéit à la raison et que même l'humanité ne peut se développer qu'en étant totalement guidée par la raison. Donc c'est une illusion quasi mythologique qui se trouve au cœur du rationalisme et bien entendu ceci nous montre que tout ce qui montre les limites de la raison en même temps nous montre que la raison a besoin d'être complétée par quelque chose de cette raison classique. Cette raison classique qui vaut pour tout ce qui est compartimenté et fragmenté ne vaut absolument pas pour les problèmes fondamentaux. Alors je veux encore vous donner, parce que c'est quand même important, des exemples de perversion de la raison. Il y a sous le même mot deux types de perversion, sous le mot de rationalisation. La première, c'est Freud qui l'a bien montré, c'est quand quelqu'un
à partir d'une imagination ou d'une fausse perception, imaginez par exemple quelqu'un dans la rue l'a regardé de travers, il va imaginer que c'est quelqu'un d'un service secret qui l'espionne pour une puissance étrangère. C'est-à-dire, on imagine un complot à partir d'une base extrêmement fragile. Ce phénomène de la rationalisation, où à partir de rien, on arrive à des conclusions logiques, est malheureusement une pathologie très fréquente de l'esprit humain. Mais il y a une autre rationalisation, c'est celle justement qui est propre dans notre société, dans notre civilisation techno-économique, qui veut rationaliser nos vies, qui veut tout subordonner à l'utilité pratique, alors qu'une partie de nos vies est aussi faite de gratuité, de dons, de générosité. C'est réduire la vie à sa fonctionnalité, à jouer une fonction dans le grand processus social, qui pense que la vie humaine, la vie sociale, peut être calculable. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, le calcul s'imagine pouvoir tout savoir, alors qu'il ne sait qu'une partie de la réalité. Alors ça, c'est... Nous courons des dangers de rationalisation. Et d'autre part, nous courons un autre danger que Adorno et Horkheimer avaient bien diagnostiqué sous le terme de la raison instrumentale. La raison instrumentale, c'est où la rationalité est au service de finalités qui sont odieuses ou criminelles. Il y a deux exemples historiques. Il y a le camp de concentration d'Auschwitz où le système nazi avait industrialisé la mort, avait transformé l'extermination de masse en industrie de la mort et récupération des déchets des victimes. Et vous avez l'autre exemple aussi, c'est la bombe d'Hiroshima et de Nagasaki qui a été elle-même anéantie des vies. Et c'est une rationalité au service de la mort. Et aujourd'hui, tous les développements des armes nucléaires sont eux-mêmes des exemples de cette rationalisation instrumentale, de cette rationalité instrumentale. Mais je veux en venir aussi à un point assez curieux où la raison est submergée par l'émotion. Elle est submergée ou par l'émotion ou par la passion. C'est ce que le philosophe Voltaire avait noté en parlant de ce qu'il appelait les thémata. Les thémata, c'était les idées obsessionnelles que certains philosophes ou certains scientifiques ont et qui semblent pour eux être la clé de toute vérité. Pour les uns, c'est le déterminisme, pour les autres, c'est le hasard, etc. Et aussi, c'est-à-dire que la rationalité est asservie à une idée qui donne une jouissance psychique énorme. C'est-à-dire que là aussi, la rationalité peut être elle-même asservie par des formes émotionnelles, elles-mêmes qui elles-mêmes deviennent mauvaises. Donc, voilà la chose intéressante, c'est que l'affectivité peut intervenir au cœur même de l'activité rationnelle. C'est qu'une sorte, vous savez, le sentiment de vérité. Il y a deux choses. Il y a la vérité comme conclusion d'une observation ou d'un travail de recherche, de la vérité, mais il y a le sentiment de vérité qui vous envahit, qui vous donne une plénitude, et vous êtes vraiment possédé par ce sentiment. Vous avez à la fois le sentiment de posséder la vérité et d'être possédé. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on risque de se tromper le plus, parce que nous avons de la vérité non pas une notion véritablement lucide et critique, mais une notion presque
magique. Donc, voilà les paradoxes de la raison classique, si vous voulez. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut promouvoir une raison ouverte. Qu'est-ce que c'est qu'une raison ouverte? C'est une raison qui connaît ses limites, qui accepte ce qu'elle ne peut pas connaître, qui accepte le mystère du monde, qui accepte qu'il y a des choses qui échappent à son contrôle. Il faut une rationalité complexe, c'est-à-dire qui ne soit pas seulement ouverte, comme je vous le dis, mais qui reconnaît les contradictions qu'elle rencontre. Et c'est une raison qui installe en quelque sorte une relation complémentaire entre des notions antagonistes, comme par exemple, regardez, la notion vie et mort. Il est certain que ce sont deux notions qui sont complètement ennemies l'une et l'autre. La vie, dès la naissance, commence à lutter contre la mort avec les battements du cœur, avec la respiration, avec la nourriture. La vie est une lutte permanente et la mort sans cesse menace la vie. Seulement, dans ce combat, il y a les ruses de l'un et l'autre. Et comme disait le philosophe Héraclite, vivre de mort, c'est-à-dire que notre organisme, pour mieux lutter contre la mort, eh bien, il laisse mourir ses cellules pour les remplacer par des cellules jeunes et nouvelles. De même, la reproduction, qui a commencé dès les premiers êtres vivants, a consisté à accepter la mort inévitable pour pouvoir propager la vie sous forme de nouveaux individus multiples. Autrement dit, ce n'est pas seulement la mort qui est l'ennemi de la vie, c'est la vie qui utilise la mort pour lutter contre la mort. Et c'est ça qui montre que des notions doivent être contradictoires, peuvent à un moment donné être complémentaires, comme tout ce qui est séparable et inséparable, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et alors, à ce moment-là, nous arrivons à une raison sensible, une raison qui est ouverte sur ce qui est émouvant, ce qui donne justement des émotions. Et alors ici, j'arrive au problème de l'analogie. L'analogie, vous savez, c'est quelque chose qui se manifeste surtout dans la poésie, à travers des métaphores, à travers des images. Mais pendant très longtemps, elle avait été répudiée par les sciences. Or, surtout depuis un peu un siècle, depuis Norbert Wiener, on s'est rendu compte qu'il y a des analogies qui peuvent être intégrées dans la pensée rationnelle et scientifique. Par exemple, la régulation, par exemple, un système d'homéostasie, de régulation de la température d'une pièce par un système de chauffage est un processus physique, mais dont nous avons dans notre corps une homéostasie, une régulation de température à 37 degrés. Les phénomènes, disons, de rétroaction négative, de feedback négatif, ce sont des choses que l'on peut retrouver dans les machines artificielles, dans la nature, dans la vie, dans l'humanité, dans la société. Mais bien entendu, il y a les grandes analogies qui, elles, demeurent de la poésie et qui sont effectivement pour nous des sources extrêmement émouvantes. Donc, la rationalité véritable utilise l'analogie, mais l'analogie peut aussi dépasser la rationalité. Et je dirais de même que je disais tout à l'heure que la pensée doit dialoguer avec la mythologie, la pensée symbolique, la pensée analogique. Il y a quelque chose là aussi qu'il faut cultiver. La raison doit être vigilante contre ses propres limites, contre ses propres perversions et contre aussi sa tendance à vouloir absolutiser ses propres connaissances comme certitude absolue. Alors, maintenant que j'ai parlé
disons, à la fois des vertus de la raison, des limites et des perversions de la raison, je veux parler des vertus et des limites, disons, de l'émotion ou disons, de l'affectivité. Alors tout d'abord, parmi les vertus, il y a l'empathie. L'empathie qui est nécessaire à la compréhension. Quelle est la différence entre la compréhension et l'explication? L'explication peut être faite de façon géométrique, physique, mais la compréhension consiste à faire un effort subjectif pour comprendre l'autre personne, que l'autre personne est à la fois semblable et différente de soi. La compréhension nécessite toujours la sympathie, la bienveillance, et il est certain que ce sont des vertus capitales. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est cette qualité proprement affective qu'on peut appeler la mimésis, le mimétisme, la capacité d'imiter. Donc, vous savez qu'un scientifique italien a découvert des neurones miroirs d'après lesquels, quand nous voyons quelqu'un faire quelque chose, notre esprit le fait en même temps de façon presque inconsciente. La mimésis, c'est un art. Vous savez, les grands imitateurs sont capables non seulement d'imiter la voix de quelqu'un, d'une personnalité, mais par cette imitation, ils entrent dans leur esprit, ils sont à l'intérieur. Moi-même, je m'amusais quand j'étais étudiant d'imiter mes professeurs, et je ne faisais pas seulement qu'imiter leur voix, j'étais eux-mêmes, je pensais comme eux, etc. Nous avons cette capacité d'entrer dans la peau d'autrui, que les acteurs, évidemment, de théâtre ou de cinéma ont, mais que chacun peut avoir et qui sont très utiles pour la compréhension. Donc, si vous voulez, voici des choses qui sont absolument complémentaires avec la rationalité complexe qui montre que sans arrêt, il doit y avoir un lien, un jeu, une interaction entre les phénomènes affectifs d'empathie, de mimésis, de compréhension. Et quant à l'intuition, ça, évidemment, c'est une chose très intéressante parce que je pense au cas célèbre du cheval calculateur qu'on produisait dans les foires allemandes au début du XXe siècle. C'était un cheval, on lui posait un problème de calcul, par exemple 23 multiplié par 52, et le cheval avec son sabot, il donnait d'abord la réponse, les unités, ensuite les dizaines, et ensuite les centaines. On se dit, mais enfin, ce cheval, des scientifiques ont voulu savoir, on posait la question, le cheval répondait correctement. Alors, un scientifique a eu l'idée de mettre un rideau, un paravent entre le cheval et lui et sa question, et à ce moment-là, le pauvre cheval n'a pas pu répondre. Autrement dit, il n'était pas qu'un grand mathématicien, mais il était un grand psychologue, c'est-à-dire il se rendait compte, d'après des signes imperceptibles dans la physionomie du questionneur, le moment où il a donné la bonne réponse. Et nous aussi, ce qu'on appelle l'intuition, c'est souvent l'interprétation inconsciente de signes imperceptibles. Il y a aussi d'autres mystères de l'intuition, télépathique, etc., je ne sais pas, mais nous savons qu'il y a des choses qui échappent effectivement à la rationalité normale. Alors maintenant, j'en viens à la chose dont j'ai commencé à parler, c'est la poésie de la vie. Je pense que, surtout pour des enseignants qui sont très sensibles justement à la relation affective entre les élèves et avec les élèves, etc., je pense qu'il est important qu'ils conçoivent l'importance de la qualité poétique de la vie. C'est un état d'émotion spécifique, qui peut être considéré comme une sorte
d'état de transe douce. Nous le sentons par exemple quand nous sommes dans l'admiration, quand nous sommes dans l'amour, quand nous sommes dans la jouissance même du match entre Flamengo et Fluminense et que notre équipe a marqué un but, nous nous sentons dans un état d'exaltation incroyable. Donc c'est un état qui peut arriver jusqu'à l'exaltation et jusqu'à l'extase, et l'extase aussi bien devant une œuvre de musique admirable que devant dans une relation d'amour. Donc, si vous voulez, la poésie de la vie, c'est ça qu'il faut montrer, qui est la chose essentielle et qu'il faut cultiver sans arrêt. Donc, voilà une chose très importante. Alors, cela étant dit, vivant, il faut voir aussi les problèmes difficiles que peuvent constituer l'émotion avec ce que l'on peut appeler la surémotionnalité ou le surémotionnalisme, qui est l'exploitation de l'émotion à des fins économiques ou politiques. Ainsi, par exemple, les médias, ils aiment sélectionner tout ce qui est sensationnel, un beau crime, une belle catastrophe, pour donner des émotions, ou bien au contraire, une star de cinéma, pour qu'elle fasse ses confidences, pour donner aussi des émotions. Donc, si vous voulez, les médias, la presse, la télévision tendent à surémotionnaliser, et aussi la publicité. Vous vous rendez compte que sur tous les murs, que sur toutes dans tous les magazines, dans les publicités au cinéma, vous voyez toujours des gens qui sourient. Vous avez des enfants qui sourient. Vous avez des adultes qui sourient. Vous avez des vieux retraités qui sourient. C'est presque si vous n'avez pas des cadavres qui sourient. Mais ça va venir bientôt. Donc, c'est vous dire que tout le monde est bien heureux, etc. Et tout ça pour inciter, évidemment, à l'achat d'une voiture, à l'achat de tel ou autre produit, etc. Donc, si vous voulez, il y a un problème aujourd'hui du contrôle de cette exploitation de l'émotion par les médias. Et il faut penser aussi que, j'ai parlé tout à l'heure des communions aveugles, c'est très beau de communier, mais de communier à condition que la communion ne soit pas fermée sur un groupe privilégié, mais soit ouverte sur les autres. Par exemple, la communion des nazis qui défilaient devant Hitler dans un état évidemment de jouissance collective est une communion néfaste. Toute communion dans un groupe, que ce soit une province, un État, une nation, doit être ouverte sur l'humanité tout entière, doit comporter en elle-même, en arrière-fond, un humanisme généralisé. Autrement dit, il ne suffit pas de vouloir la communion, il ne faut pas que cette communion soit fermée, soit raciste, soit machiste, soit homophobe. Il ne faut pas que la communion soit contre des minorités existantes. Et il faut dire aussi qu'il y a aussi les phénomènes d'hystérie qui peuvent arriver, hystérie de foule en délire, qui peuvent être destructrices, hystérie de panique, hystérie que provoque le déclenchement d'une guerre où on se met à haïr l'ennemi comme un monstre. Vous avez, attention, il faut se méfier de ce que les pouvoirs politiques se suscitent pas en vous une hystérie en vous désignant des pseudo-coupables. Donc, il y a aussi un problème du contrôle de l'émotion qui se pose. Alors, je vais arriver à mes premières conclusions. Première conclusion, il y a la raison est à la fois, peut-être à la fois aveugle et lucide. La raison, elle possède en elle cette ambivalence.
La raison est nécessaire et insuffisante. La nécessaire, c'est de même, l'émotion est nécessaire et insuffisante. La passion est nécessaire et insuffisante. Par contre, ce qu'il faut, c'est ce que j'appelle les dialogiques, c'est-à-dire les relationner les unes aux autres. Il faut qu'il y ait toujours de la rationalité, une veilleuse de l'esprit rationnel dans l'émotion et dans la passion. Il faut qu'il y ait toujours, en même temps, de la passion et de l'émotion dans tout ce qui est rationnel. Voilà, à mon avis, ce qui est important. Et maintenant, je veux dire aussi, dans les premières conclusions, quel est l'apport de la pensée complexe? L'apport de la pensée complexe, c'est d'abord de mettre en relief l'acceptation de choses qui peuvent sembler contradictoires et paradoxales. Je vous ai donné tout à l'heure l'autonomie qui est toujours dépendante. Plus je suis autonome, plus je deviens dépendant de quelque chose. Plus je deviens autonome avec mon ordinateur, où évidemment je peux faire ce que je veux, écrire ce que je veux, supprimer ce que je veux, mêler que ce que je veux, plus je dépends de la Wi-Fi, de l'électricité et de l'énergie. Il n'y a pas d'autonomie sans dépendance. Il faut prendre conscience de cela. Deuxièmement, il faut faire la rupture avec la pensée linéaire. La pensée linéaire est une pensée qui voit une cause, laquelle produit un effet. Or, dans l'exemple le plus élémentaire d'une rétroaction négative, vous avez un système de chauffage qui va chauffer une pièce. Je préfère le chauffage que la climatisation, entre parenthèses. Alors, vous avez un système de chauffage qui va chauffer une pièce, mais cette pièce, elle est munie d'un thermostat. Ce qui fait que quand la température désirée est atteinte, le thermostat arrête l'appareil de chauffage. Ça veut dire que l'effet devient cause et qu'il y a une boucle entre la cause et l'effet qui réagit sur la cause. Autrement dit, nous ne sommes plus dans une pensée linéaire, mais dans une pensée où l'on réagit. Et un autre exemple de non-linéarité, c'est ce que j'ai pensé, c'est ce que j'ai appelé le principe de l'hologramme, c'est-à-dire que non seulement dans un système complexe, une partie est dans le tout, mais le tout est dans la partie. Comment ça? Par exemple, chez vous, chez chacun d'entre nous, regardez votre peau. Chaque cellule de votre peau contient la totalité du patrimoine génétique. Seulement qu'il y a une petite partie seulement qui est exprimée pour donner les qualités de la peau. C'est-à-dire que le tout est à l'intérieur de la partie et pas seulement la partie est l'intérieur du tout. De même, nous sommes des êtres sociaux, mais non seulement nous sommes dans une société, mais la société est en nous, par son langage, par ses mœurs, par ses coutumes. Donc, le non seulement, le partie est dans le tout, mais le tout est dans la partie. Et enfin, le dernier principe que j'ai voulu illustrer, que j'ai illustré tout au long de mon exposé, c'est effectivement le principe dialogique ou dialectique, c'est-à-dire qu'il faut réunir des termes qui vous semblent contradictoires ou antagonistes. Et enfin, la pensée complexe elle-même, elle sait très bien que l'action, que la décision sont toujours des paris. On n'est jamais sûr des résultats. Donc, il nous faut parier pour les forces positives, pour les forces auxquelles nous croyons, pour les forces d'émancipation. Et je en parlerai tout à l'heure, il faut parier pour l'éros. Alors, j'arrive à ma deuxième conclusion et véritable conclusion. La première, et qui touche l'enseignement. Alors, l'enseignement, c'est que Platon a dit exactement la qualité première et fondamentale de tout enseignant. Il doit pratiquer l'éros et d'avoir l'amour
pas seulement pour la matière qu'il enseigne, l'amour pour les étudiants, pour les élèves, etc. Sans l'éros, sans cette passion, sans cet amour, on ne fait que débiter des choses qui s'inscrivent plus ou moins dans la mémoire, mais on ne donne pas l'élan vital, l'élan d'aide à la vie de chacun. Alors donc, l'enseignant doit développer en chacun non seulement sa personnalité, mais il doit se souvenir de deux choses. C'est que l'enfant est un philosophe sauvage et que l'enfant est un poète sauvage. L'enfant est un philosophe sauvage. Pourquoi? Parce qu'il se pose toutes les questions que se poseront plus tard les philosophes. Qui suis-je? Quel est le monde où je suis? Qu'est-ce que c'est que la vie? Pourquoi meurt-on? L'enfant se pose toutes ces questions fondamentales. Et malheureusement, au cours d'un processus qu'on croit être progressif et qu'il est dans une certaine mesure, mais qui est aussi régressif, on lui fait perdre ce sens de se poser des questions, on lui fait se rétrécir ses curiosités, on le fait s'adapter à son petit compartiment social. Donc, il y a ce processus de dégradation de l'enfant philosophe, alors qu'on doit développer en lui sa capacité de questionner. Ce n'est pas seulement l'esprit critique qu'il faut cultiver, c'est la capacité de questionner et de s'interroger qui est la clé de toute philosophie. Et puis l'enfant est un poète sauvage. L'enfant, naturellement, est poète, il aime dessiner, il aime écrire, etc. Il a une vision émerveillée, étonnée des choses. Et les choses ne deviennent pas habituelles, fonctionnelles, purement pratiques. Il regarde les objets, il les considère avec étonnement. Il va se regarder tout ce que font les autres. Et cette capacité poétique qui est, à mon avis, à cultiver dans toute la vie adulte, c'est ça qu'il faut sauvegarder chez l'enfant. Or, voilà la question. Tous nos systèmes d'éducation, à part, bien entendu, celui de votre association qui mise sur la sensibilité, tout le système d'éducation que nous connaissons est fait pour dégrader et faire de l'individu un être, une machine spécialisée dans la machine sociale. Et donc, c'est une chose qui est d'autant plus importante que, je répète, il faut cultiver la qualité poétique de la vie. Et d'autre part, il faut savoir que l'adolescent a des aspirations extraordinaires, peut-être utopiques, peut-être insensées, mais il a des aspirations profondes. Et dans le fond, après, on va l'intégrer, on va le domestiquer pour qu'il oublie ses aspirations et qu'il se résigne à tout. Et c'est pour ça que dans aucune de sociétés, partout maintenant, on demande aux gens de se résigner et d'accepter, il faut refuser de se résigner. Donc, voilà la question importante. Et donc, je répète, il faut qu'on cultive, on aide à chacun, que les enseignants aident chacun à développer cette dialogique entre la rationalité, l'émotion et la passion. C'est ça qui est extrêmement important. Et là, on se rend compte du rôle important de la littérature, de la poésie, du cinéma, des arts. Pourquoi? Parce que le roman, par exemple, le roman, c'est une chose qui nous émeut, auquel on est sensible. On suit des aventures d'un personnage, on s'attache aux personnages, on vit émotionnellement. Mais le roman apporte en même temps que ces émotions un contenu cognitif, un moyen de connaître les relations sociales. Le roman entre à l'intérieur de la subjectivité des individus. Nous entrons ce que les sciences sont incapables de faire. Le roman est une école de vie, si on le prend au sérieux, parce qu'il nous enseigne la vie. Je dirais la même chose du cinéma, je dirais la même chose du théâtre, et je dirais donc que il est nécessaire que, d'ailleurs, il y a une très belle phrase du grand cinéaste
russe soviétique, Eisenstein, qui parlant de ses films en disant « Je veux créer des sensations, donc des émotions, qui provoquent des sentiments, lesquels sentiments vont eux-mêmes provoquer des idées. » C'est à travers ce flux de sensations et d'émotions qu'on va arriver à la pensée. Donc, si vous dites, ne croyez pas qu'il vous suffit d'une éducation fondée uniquement sur la technique, fondée uniquement sur la rationalité. Croyez que l'éducation doit comporter le rôle fondamental de ce qu'on appelle des humanités, qui nous enseignent à méditer sur la vie et à nous enrichir notre propre destin à partir des destins des autres. Je suis de ceux qui a été marqué pour la vie, quand j'étais jeune, par des lectures ou par des films. Eh bien, je pense que c'est une chose qui est capitale et qu'elle doit être présente dans l'esprit des enseignants, parce que la tendance actuelle est de réduire le rôle des humanités, le rôle de la littérature, le rôle des arts au profit des techniques, au profit de l'adaptation au système économique. Bien entendu, il faut des ingénieurs, il faut des informaticiens. Du reste, vous savez, le fondateur de l'université moderne au début du XIXe siècle, Humboldt, disait que le rôle de l'université n'est pas de préparer un métier, mais de donner une culture et après, on apprend un métier. Voilà la question aujourd'hui. Et le problème de la culture est très grave aussi à cause de cette dissociation entre la culture scientifique et la culture des humanités, parce que les acquis des sciences n'arrivent pas à la réflexion des humanistes, et que la réflexion des humanistes manque aux scientifiques qui sont hyper spécialisés. Donc là aussi, nous avons un travail de culture capital à faire, et donc nous avons donc cette poésie capitale. Et maintenant, j'arrive à une mission qui est véritablement anthropologique, c'est-à-dire la mission de l'enseignement. C'est une mission fondamentale, pas seulement pour une société donnée, mais je dirais pour tout être humain, c'est-à-dire aider l'être humain à donner le meilleur de lui-même et à éviter le pire, puisque nous savons que nous sommes potentiellement Homo sapiens, des êtres raisonnables et des êtres délirants, que nous savons des êtres affectifs et des êtres pensants. Nous devons nous-mêmes effectivement cultiver en nous cette dialogique permanente et de voir que notre je, notre moi, soit toujours cultivé avec un tu, avec un autre que l'on aime, avec un nous, dans le sens d'un nous, unir le je, le tu et le nous, c'est ça. Mais j'ajoute qu'il y a aussi la question de la communauté humaine. Je veux terminer là-dessus. Nous sommes quand même dans une époque où, avec la mondialisation ou la globalisation, nous sommes dans une époque où tous les êtres humains de tous les continents, les Français, les Brésiliens, les Australiens, etc., on a les mêmes problèmes, les mêmes dangers, les mêmes menaces. La menace sur la biosphère, la dégradation de la biosphère, et qui se précipite, surtout quand les gouvernements laissent faire cette dégradation, comme ici en Amazonie. Vous avez la menace sur la biosphère, vous avez le développement des armes de destruction massive, des armes nucléaires, plus de l'arme cybernétique capable de détruire une société. Vous avez le développement du fanatisme. Vous avez ce phénomène extraordinaire que cette mondialisation technique, économique, au lieu d'amener les gens à se comprendre les uns les autres, elle laisse se faire dans des conditions de crise et d'angoisse que les gens, plutôt que de comprendre qu'ils ont un destin commun, se referment sur l'identité particulière, sur l'identité singulière. Ils oublient qu'on est des humains tous concernés par une même aventure qui nous emporte, on ne sait pas où. Et il faut restituer le sens de l'aventure humaine. Nous sommes, chacun d'entre nous, on n'est pas seulement un citoyen d'une nation, on est une particule
dans un moment de cette aventure qui a commencé à la préhistoire et qui va on ne sait pas où, et dans l'incertitude totale. La seule certitude que nous ayons, c'est que tout au long de l'histoire, et avant même l'histoire, il y a le conflit inséparable entre les forces d'union, d'association, de compréhension, ce qu'on peut appeler les forces de l'éros, et les forces de destruction, de conflit, qui sont les forces de polémos, la guerre, et de thanatos, la mort. Alors, il y avait cette lutte qui ne cessera jamais, où tantôt ce sont les forces de mort et de destruction qui vont dominer, et tantôt ce sont les forces d'amour et d'union qui vont prendre leur revanche. Nous ne savons pas ce qu'il aura. Mais la seule certitude, c'est qu'il faut savoir prendre parti pour les forces de l'éros, c'est-à-dire de l'amour, de la fraternité, de la communion, de toute l'humanité. Merci. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Muito Obrigado. Muito obrigada. Nós vamos abrir agora o momento para as perguntas. Muito obrigada, professora Edgar Morin. Damien Denot vai cuidar desse momento. As perguntas já foram enviadas, já foram selecionadas. Até já. Je vais donc vous souffler à l'oreille les questions. Oui, mais une fois qu'elles sont terminées, pas en même temps. Oui, Parce que si, elles sont écrites en fait. Ah, très bien. Oui, oui. Et je les lis et vous me les dites, et vous le soufflez en même temps. Exactement. Je vais la lire en portugais pour qu'ils Oui. puissent la connaître. Voilà, voilà. Et ensuite, Et je les dis en même temps. Voilà. La première commence là. Attends, on va les sélectionner. Ça peut être celle du le monde du spectacle. Oui. Avant, le spectacle était produit par un petit nombre d'individus ou de corporations. Aujourd'hui, n'importe quelle personne, via son smartphone dans les mains, peut rendre une société encore plus spectacle de sa propre vie. Comment vous pensez que cette société spectacle, selon le concept de la conception de Guy Debord, était moins irrationnelle que la société spectacle actuelle? Est-ce que je peux la dire en português? Oui, Então, temos uma pergunta aqui, que acabei de falar no ouvido dele, que antes o espetáculo era produzido por um pequeno número de indivíduos ou corporações. Hoje, qualquer pessoa com um smartphone nas mãos pode espetacularizar a própria vida. Então, o senhor acha que a espetacularização da sociedade, à época da definição de Guy Debord, era menos irracional que a espetacularização actuelle? Bon, moi je penserais différemment. Je dirais tout d'abord que le fait que chaque personne puisse, avec sa plume, ou son ordinateur, ou son smartphone, écrire un roman, un poème, faire un film, etc., même s'il n'a pas de public, au moins il se sera exprimé. C'est très important. Bien entendu, faire un film, faire un poème, on est très heureux si on peut le communiquer et on se trouve récompensé si ça plaît. Mais même s'il n'y a pas ça, c'est un moyen d'expression. Et donc, si vous voulez, ce n'est pas de la spectacularisation, c'est la possibilité de création qui n'est pas seulement celle qu'ont toujours eu les gens qui avaient une plume d'écrire, mais d'utiliser l'image. Bon.
Maintenant, la deuxième chose, c'est que le côté spectaculaire qu'apportent les médias, la télévision, la presse, s'est accru considérablement. C'est-à-dire aussi bien les mœurs privées des chefs d'État, des présidents de la République, des familles ailleurs. Tout ceci, comme je le disais dans mon exposé, il y a un culte du sensationnel qui est justement lié à ce côté spectaculaire. Donc, si vous voulez, il y a une aggravation. Pourquoi y a-t-il une aggravation? Parce que justement, aujourd'hui, la plupart de ces médias visent un but de rentabilité commerciale et ne visent plus, aujourd'hui, à jouer un rôle d'information. Les journaux indépendants ont presque tous disparu en France et dans beaucoup d'autres pays. Donc, si vous voulez, c'est ça aussi le problème, c'est l'invasion médiatique qui crée effectivement ces conditions. Dans un monde où on cherche particulièrement le succès et le résultat, dans le monde même de l'enseignement et des écoles, basé sur le résultat et la compétition, comment on peut préparer les professeurs à ce qu'ils donnent de l'amour nécessaire pour le développement de leurs élèves? Je vais poser la question ici en portugais, je vous laisse répondre. Num mundo onde a busca por sucesso e resultado... Vous avez répondu à la première question? Oui. Ah, vous avez répondu. Non, oui, oui. Ah, vous avez répondu en français? Oui. Oui. D'accord. Num mundo onde a busca por sucesso e resultado rege as instituições de ensino, como preparar professores para dar o amor necessário para o desenvolvimento dos seus alunos? À mon avis, il ne s'agit pas de préparer les enseignants à l'amour de leur métier et à l'amour de leurs élèves. Il faut au contraire que ce soit ceux qui ressentent en eux l'amour d'enseigner, l'amour de donner et l'amour des élèves, qui soient eux-mêmes promus dans l'enseignement. Ce n'est pas nous de les préparer, c'est à eux de se manifester et d'être présents dans l'enseignement, et c'est à nous de les sélectionner. Ils ont une traduction directe, c'est pour ça que moi je ne traduis pas. Oui, d'accord, j'ai compris. Comment maintenir l'exigence socratique de « je sais que je ne sais pas » dans un monde où il semblerait qu'on a toute l'information et beaucoup d'espace pour l'ignorance? Como manter a exigência socrática de que só sei que nada sei em um mundo que parece saber demais e parece comportar espaço para a ignorância? Il y a une chose que l'on savait depuis très longtemps et que, par exemple, le poète Juan de la Cruz a dit dans un poème que plus on s'élève dans le savoir, moins on sait. Plus on connaît, plus on arrive à une nouvelle ignorance. Autrement dit, regardez les énormes progrès de la science aujourd'hui sur l'univers, mais en même temps, ces progrès nous conduisent à des mystères incroyables. D'où est né l'univers? Pourquoi? Est-il né du vide? Est-il né de... On ne sait pas. Était-il éternel? Où va-t-il? On ne sait pas. Qu'est-ce que c'est que la matière noire? On ne sait pas. Qu'est-ce que c'est? Donc, pourquoi la vie est-elle sortie? Où est-elle sortie? Est-elle seulement sur Terre? Donc, si vous voulez, la connaissance fait progresser une nouvelle ignorance. Mais la nouvelle ignorance doit être une ignorance consciente d'elle-même. L'ancienne ignorance est une ignorance qui ne sait pas qu'elle est ignorante. Mais la nouvelle ignorance, on sait que le savoir, si nécessaire soit-il, nous fait avancer, mais le savoir, si vous voulez, c'est comme allumer une allumette dans une pièce obscure. Il va éclairer une partie de la pièce et il va révéler l'ombre tout autour. Nous devons naviguer dans l'incertitude et dans l'ignorance avec le petit capital de connaissances que nous avons en faisant nos paris, comme je le disais tout à l'heure. À quel point les contradictions et les ambiguïtés qui sont le fruit de nos expériences sociales représentent un risque ou bien des opportunités pour l'environnement de l'apprentissage? Vous savez,
Tout ce qui présente un risque présente en même temps une chance et une opportunité. C'est ça. Hein? Ils n'ont pas la question, je vais la poser. Ah oui, pardon, excuse-moi. Eita, empolgado. Até que ponto as contradições ou ambiguidades, frutos das experiências sociais, apresentam riscos ou oportunidades para um ambiente de aprendizagem? Oui, ma réponse est que, justement, toute chance comporte un risque et tout risque comporte sa chance. Et c'est à nous de savoir naviguer en fonction, justement, d'un minimum je dirais, de dialogique entre notre raison et notre passion. C'est toujours ça, le grand problème. Mais nous sommes condamnés. Je pense que la connaissance, comme la vie, est une aventure dans un océan d'incertitude à travers des îles et des archipels de certitude où l'on peut se ravitailler, mais qui continue vers l'inconnu. Dans des temps de rationalité linéaire, de défense de la mort dans le champ, surtout politique, comme on le voit ici au Brésil et dans le monde, est-il possible de développer la poésie en défense de la fraternité humaine? Je vais poser la question en portugais, ensuite vous répondrez. Em tempos de racionalidade linear de defesa da morte no campo da política que estamos vivendo no Brasil atualmente, é possível desenvolver poesia em defesa da fraternidade humana? Alors, je répondrai en disant que c'est surtout dans les périodes régressives où les choses deviennent de plus en plus difficiles, obscures, de crise de la démocratie, de néo-autoritarisme, de croyances les plus rétrogrades dans l'identité, qu'elle soit ethnique, raciale ou autre. Ce sont donc dans ces périodes de régression que nous devons créer et sauvegarder des oasis de fraternité. Alors, des fraternités qui ne sont pas seulement où se maintienne une solidarité, mais où on peut très bien constituer une certaine autonomie à partir, par exemple, de l'agriculture biologique, où l'on peut, aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle les makers. Les makers, ce sont des gens qui peuvent fabriquer d'eux-mêmes avec des ordinateurs des produits qui jusqu'à présent étaient réservés à l'industrie. Nous pouvons aujourd'hui donc avoir les possibilités de créer des oasis de fraternité. Ces oasis de fraternité seront comme des arrière-gardes qui défendront les valeurs humanistes dans les époques noires de régression. Et si les choses s'éclaircissent, si on va vers le courant change, alors ce seront les oasis d'avant-garde d'un nouvel humanisme. Voilà ce que je crois. Toujours sur la poésie, pensez-vous que la poésie de 2019 est de quelque manière la même qu'en 2019 dans le cœur d'un élève? Poésie entre 2019 et 1919. Senhor Morin, a poesia de 2019 é a mesma de 1919 no coração de um aluno? Mais vous savez, 1919, pardon, ce n'est pas la même date pour le monde entier. 1919, en France, par exemple, c'est l'année qui a suivi la fin de la Première Guerre mondiale. Et pour la poésie, c'était cette sorte de fin d'une guerre atroce, c'était la possibilité de se dilater. 1919, en Russie, qui devenait une Union soviétique, c'était un moment de guerre civile extrêmement intense. 1919, en Amérique latine, c'était la dictature féodale et militaire. Donc, si vous voulez, il n'y a pas le même 1919. Ce que je veux dire, c'est que chacun, dans les conditions dans lesquelles il vit, selon ce milieu, etc., doit chercher à pouvoir réaliser
ses capacités poétiques par différents moyens, parce qu'il y a plusieurs moyens. Il y a aussi bien dans le couple, dans l'amour, dans l'amitié, dans l'association, dans beaucoup de moyens. Tout dépend selon les circonstances, mais chacun doit penser à ceci. C'est tout ce qui va cultiver la poésie de sa vie sera positif, et tout ce qui va résister à la prose que lui impose le milieu sera une chose importante. Voilà ce que je peux dire. Nous avons une dernière question ici. Donc, cher Monsieur Morin, la modernité structurée à partir d'une rationalité technique et scientifique nous a apporté une forme de destruction de l'humain. Quel est le rôle de l'inconscient dans l'expérience de sentir la vie et l'élaboration d'une nouvelle société? La conscience est-elle capable de nous amener le changement nécessaire au monde, ou est-ce que ce ne serait pas plutôt l'inconscience qui permette la véritable expérience de sentir et de penser? Caro professor Morin, a modernidade estruturada a partir de uma racionalidade técnica e científica trouxe adoecimento humano e destruição. Qual o papel do inconsciente, onde ocorre a experiência do sentir a vida, a emoção, na elaboração de uma nova sociedade? Será que a verdadeira experiência não ocorreria no inconsciente e não no consciente, na racionalidade, para sentir e pensar? Bon. Alors, tout ce qui est créatif, tout ce qui est novateur est le résultat d'une sorte de collaboration entre les puissances inconscientes et les puissances de la conscience. Prenez par exemple une œuvre d'art. Vous avez par exemple le poète, dans une inspiration, il fait son poème d'une sorte d'inspiration qui dépasse sa conscience. Mais après, de façon consciente et rationnelle, il va corriger, il va l'améliorer. Autrement dit, tout ce qui est créatif surgit des nappes inconscientes. C'est comme, disons, on est des créateurs qui étaient comme s'ils étaient les héritiers des chamans. Mais donc, si vous voulez, je répète que là, le vrai problème n'est pas de poser de façon binaire, d'opposer le conscient et l'inconscient. Le problème est de dire nous sommes nous-mêmes des êtres sans arrêt, à moitié somnambules. Il y a une phrase merveilleuse du philosophe Héraclite qui vivait 6 siècles avant notre ère et qui est une phrase beaucoup plus profonde que celle de Freud, qui disait « Éveillés, ils dorment. Nous sommes des somnambules. » Et dans ce somnambulisme, il nous faut des éclairs de conscience, mais en même temps, nous avons des possibilités créatrices qui auront besoin, pour s'accomplir, de l'aide de la conscience. Voilà pour les faits. Il faut lier les deux. Il n'y a plus de questions. Est-ce que vous voulez clôturer? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous sentez important, une forme de conclusion pour clôturer ce moment des questions? Une dernière chose que vous voudriez dire aux personnes de l'Assemblée? Já encerramos a parte das perguntas, mas eu deixei para ele uma palavra livre, talvez alguma coisa que ele queira compartilhar com vocês para concluir essa participação dele no livre. Alors, puisque vous êtes ici une majorité d'éducateurs et d'enseignants, puisque vous avez déjà une pratique féconde à travers l'intelligence, la pratique de l'intelligence émotionnelle et de la culture de l'intelligence émotionnelle chez les élèves. Voilà, je vous demande de parachever votre mission, de prendre conscience de la complexité des phénomènes, de vous inscrire pas seulement dans le cadre de votre nation, mais dans le cadre de l'aventure humaine. Je vous demande aussi de considérer que vous avez une des plus belles missions qui puissent exister pour des êtres humains, c'est d'aider autrui à révéler sa propre vie. Donc, je ne vous dirai pas comment, comme vous dirait la Bible, allez et multipliez-vous. Je ne dirais pas allez, mais je dirais semer, continuez à semer
Vous savez, c'est ça qui est important. Parfois, les graines ne germent pas, il y a une stérilité, mais souvent des germes vont germer, on ne sait pas quand, plus tard, etc. Vous devez être des semeurs, vous devez ne pas vous arrêter de semer. Telle est la grandeur de votre mission, ce dont je vous remercie et je vous félicite.